Bonjour tout le monde, je me présente, je suis professeur agrégé Imen Kalroum, agrégé en prothèse fixée à la clinique dentaire de Monastir. Je commence par remercier le comité d'organisation pour cet effort considérable, donc j'espère que ça se termine. Merci pour l'effort. En fait, j'ai choisi aujourd'hui de présenter un thème à propos des échecs en général en implantologie. En fait, le fait de maîtriser l'implantologie, c'est aussi savoir gérer les complications. Donc, dans ce cadre, la prosto-implantologie aujourd'hui est une solution courante pour remplacer les dents absentes. Malgré sa fiabilité, ces complications peuvent survenir. C'est pour ça un diagnostic précis, un bon bilan préimplantaire va garantir la pérennité, le succès et le service de ces restaurations implantoportées. Bien évidemment, l'imagerie joue un rôle fondamental, un rôle très important dans cette démarche. Il faut toujours donc insister sur l'intérêt du compte BIM dans la réussite et le succès de ces restaurations implantoportées, que ce soit dans la visualisation précise, dans tout ce qui est donc anatomie périimplantaire, dans la détection de l'intégrité, l'aide au diagnostic différentiel, un diagnostic par rapport à l'autre et surtout dans la prévision et l'évaluation des complications possibles. Plusieurs classifications sont adoptées, dont la plus connue dans la pratique quotidienne est celle anatomo-mécanico-biologique. En fait, les complications biologiques sont les plus connues sont les périimplantites, les résorptions osseuses. Concernant les résorptions mécaniques, on peut citer les fractures des implants ou des piliers, le desserrage des vis des implants et concernant les complications mécaniques, on a les lésions nerveuses ainsi que l'envahissement sinusien. Toujours, il faut insister sur l'importance d'un bon examen radiologique, bien évidemment suite à un bon examen clinique, afin de mesurer la perte osseuse, la présence, et pour confirmer la présence d'une éventuelle inflammation sur le plan muqueux ou osseux. Dans le cas des complications mécaniques, pour visualiser les fractures et les malpositions, et en cas de complications mécaniques, pour repérer avec exactitude les structures sensibles, le nerf alvéolaire et le sinus. Si on peut donc citer ces complications en fonction du moment ou du timing de survenue de ces complications, on peut les diviser en complications péropératoires et post-opératoires. Et ces complications péropératoires, on peut citer les complications locales, dont les plus connues sont les complications nerveuses. Comme vous voyez donc dans ce cliché, donc lors de la pose d'un implant dans la mandibule, une lésion de nerf alvéolaire inférieur peut survenir. Ces lésions donc présentent une sémiologie clinique évidente. Il y a des plaies dues à la perte de sensibilité, une incontinence salivaire très importante, des troubles de l'élocution, des fourmillements et une accumulation du bol alimentaire. Il faut distinguer un diagnostic différentiel entre une lésion nerveuse qui est médiate et immédiate. Donc, pour les complications immédiates, donc, il y a généralement une complication qui est définitive. Il y a une lésion du nerf lui-même, donc c'est une symptomatologie qui va être permanente malheureusement, mais s'il y a seulement une compression du nerf ou une proximité du nerf, il y aura heureusement donc des symptômes qui sont transitoires, ils vont régresser rapidement. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention, donc surtout pour diagnostiquer à l'état initial. Donc le diagnostic initial il est fait selon les études à 6,2% des patients. Le suivi d'un an, donc, il donne 1,2% des patients qui sont atteints des troubles neurosensoriels. Par contre, donc seulement 0,3% des patients qui sont atteints de troubles neurosensoriels sont suivis après 5 ans. Ces complications nerveuses doivent
doivent être formellement évités, c'est bien évidemment avec un bon examen pré-implantaire. Cet examen radiologique pré-implantaire, il est primordial afin de déterminer, de détecter les éventuelles complications possibles. Et permettre le CONBIM maintenant de mesurer avec exactitude donc la proximité et la distance de sécurité pour éviter ces risques. Donc le cliché panoramique va nous donner une vue globale, mais bien évidemment, il faut toujours compléter par les coupes sagittales, les coupes axiales et les reconstitutions corvéliennes et panoramiques afin de déterminer donc, le risque possible. Comme vous voyez, donc, le cliché à droite, on a une atteinte très importante du nerf mentonnier, donc ça va se manifester par une sémiologie clinique très évidente. Toujours dans le cadre de ces complications implantaires immédiates, donc on a le risque d'une complication vasculaire qui peut englober les hémorragies et les ecchymoses et les hématomes. Il faut faire attention donc à ne pas léser le paquet vasculaire. Comme vous voyez donc dans cet article, il y a une atteinte très importante donc, lors du pose de 2 implants symphysaires. Mais heureusement, il y aura une nette régression de ces hématomes après quelques jours. Mais toujours, il faut bien prévenir, donc il faut étudier les facteurs de risque de ces blessures chirurgicales qui peuvent être résumées dans la durée et la complexité chirurgicale, dans l'expérience des praticiens lui-même, la technique chirurgicale adoptée, les facteurs. Donc, les erreurs lors du pose d'implant, donc les erreurs du forage implantaire, le non-respect des consignes post-opératoires. Il y a aussi des facteurs non négligeables liés aux paramètres liés au patient, l'âge du patient, l'état général, surtout lorsqu'on a des maladies. Sur le plan général, donc, il faut demander des examens biologiques afin de détecter le risque d'une hémorragie et bien évidemment le prévenir. Toujours dans le cadre de ces complications péropératoires, on peut donc avoir des situations de déglutition d'un corps étranger, puisqu'on va utiliser donc, les tournevis, les forêts pour le forage. Donc, pour la déglutition, on a des signes au niveau oropharyngé et des signes au niveau de l'œsophage. Le patient, donc, il va ressentir une sensation désagréable au début qui est accompagnée d'une déglutition rapide et du hypersioloré. Malheureusement, si le corps il est déjà dans l'estomac, le patient ne ressent rien. C'est pour ça que le diagnostic, le praticien doit faire attention dès les premiers instants de survenue de cette complication. Et surtout, il faut insister sur la déclaration de la compagnie pour donc, la responsabilité civile professionnelle du praticien. Dans ce cliché, vous voyez l'imagerie suite à l'ingestion de tournevis implantaire, malheureusement, mais toujours la prévention est nécessaire. On peut fixer le tournevis et le sécuriser grâce à un fil de soie, et comme ça, on est sûr qu'on peut éviter ces risques d'ingestion du corps étranger. On peut voir aussi des situations d'inhalation d'un corps étranger, donc il peut passer par les voies respiratoires. La sémiologie, elle est différente. On a l'asphyxie, la cyanose, suffocation intense dans le cas les plus graves. Il y a des toux répétés. Donc, si l'obstruction elle est partielle, on met le patient en position assise et on le laisse tousser. Mais si l'obstruction elle est totale, on doit adopter la technique de Heimlich et appeler systématiquement le SAMI. Donc, vous voyez ici un cas de la littérature ou l'inhalation d'un corps étranger. On passe maintenant aux complications à court terme. Donc, j'ai parlé des complications immédiates. Pour les complications à court terme,
on parle surtout des échecs de phénomène de l'ostéo-intégration. Ce cliché, il est donc d'un patient qui s'est présenté à notre service de prothèse fixée à la clinique dentaire du Monastir. Donc, si vous voyez, on a une ostéo-intégration qui est mauvaise dans le site implantaire. C'est pour ça qu'on a informé le patient qu'il doit donc doit bénéficier donc d'une thérapeutique, de démonter l'implant et de réaliser un autre implant selon les règles de l'art. C'est pour ça qu'il faut bien définir, connaître que l'ostéo-intégration demande une connexion directe et fonctionnelle entre la surface de l'implant et l'os vivant afin d'assurer donc la pérennité et la pérennité surtout de la restauration complète implantoportée. Et c'est la stabilité primaire qui est responsable, qui est la base, donc la base du pyramide pour assurer cette stabilité, la pérennité, donc la stabilité secondaire et la stabilité tertiaire. Il y a des consensus en fait traditionnels qui ont toléré une perte osseuse allant de 1 à 1,5 lors de première année de pose d'implant et les années qui suivent de 0,2 mm. Mais maintenant, les consensus modernes ne tolèrent plus cette perte osseuse, donc ils déclarent seulement 0 mm de perte osseuse, donc aucune perte osseuse n'est tolérée après la pose d'implant et après surtout après une bonne stabilité primaire qui va être responsable d'une bonne stabilité secondaire et tertiaire et par la suite la réussite et la pérennité de la restauration implantoportée. Toujours dans le cadre de ces restaurations, de ces complications à court terme, il faut connaître les causes de la non-intégration de ces restaurations. C'est surtout l'échauffement de l'os lors du forage. Une infection opératoire, c'est pour ça qu'il faut donner plus de temps, donc plus d'attention à la lecture du cliché du combine pour détecter une éventuelle lyse osseuse ou une éventuelle perte osseuse au site implantaire. Une surpression de l'implant peut être aussi à l'origine de la non-intégration des implants. Aussi, une mauvaise stabilité primaire va aboutir essentiellement à la perte des implants. Comme vous voyez dans ce cliché, dans ce cliché, on a l'échec de l'ostéo-intégration implantaire qui peut se traduire par une fibro-intégration. Donc, c'est très évident. Donc, l'aspect d'un halo radio-clair autour de l'implant. Comment faire pour éviter cette non-ostéo-intégration? Il faut donc adopter un forage progressif, une bonne irrigation. Il faut attendre le temps nécessaire pour la mise en charge et il faut respecter rigoureusement les étapes chirurgicales. D'autres complications à court terme, donc, qui sont moins fréquentes par rapport à l'échec de l'ostéo-intégration, ce sont des complications d'ordre sinusien. Donc, les complications sinusiennes, on peut voir une projection implantaire à l'intérieur du sinus. On peut voir aussi des complications infectieuses associées à la projection implantaire. Comme vous voyez dans ce cliché, on a une radio-opacité, donc le implantaire, donc un comblement du sinus maxillaire suite à une infection post-opératoire. Là, on doit insister sur le respect du protocole du sinus lift lors de réalisation de cette élévation de la membrane sinusienne. Dans ce cadre, une patiente qui s'est présentée dans notre service de prothèse fixée, donc on a une épaisseur osseuse qui est minimale dans le sud du 16. Donc, on a décidé de réaliser 3 implants et cette cette décision nécessite une technique d'élévation sinusienne. Là,
on insiste sur l'importance de l'examen préimplantaire, vu que la patiente elle a bénéficié déjà des implants et d'une technique de sinus lift, mais vouée à l'échec, vu que la patiente présente une raréfaction osseuse et une infection donc récidivante au niveau du site de ces. C'est pour ça qu'il faut bien nettoyer l'os, qu'il faut donner une prudence particulière lors de réalisation des implants et du greffon osseux. Donc on a procédé à la mise des 3 implants avec une élévation sinusienne. Comme vous voyez dans ce cliché, donc le greffon osseux il est en cours de cicatrisation avec un gain de l'épaisseur osseuse très important au niveau du site de 15 et 16. Et la patiente, donc le contrôle après 4 mois, donc, donne des résultats très promoteurs. Donc toujours dans le cadre de ces complications à long terme, on a la fameuse complication de la périimplantite qui présente surtout l'aspect encrataire qui se produit en général au-delà de la première année de la mise en fonction de l'implant. La lésion de la muqueuse est souvent associée à une suppuration, à une augmentation de profondeur de poche. Elle s'accompagne toujours d'une perte de l'os marginal de soutien. Donc, un autre cas traité dans notre service de prothèse fixée à la clinique dentaire de Monastir, une patiente qui consulte en urgence dans notre consultation. Comme vous voyez la photo clinique, il présente un saignement abondant, des douleurs lors de la mastication et surtout une accumulation de bol alimentaire au niveau des papilles et de l'embrasure entre 14 et 15, un examen radiologique nécessaire pour repérer avec exactitude donc la cicatrisation, l'ostéo-intégration des implants, surtout qu'il y a une raréfaction osseuse, une visibilité donc de l'implant par voie vestibulaire. On a procédé bien évidemment à une thérapeutique d'urgence. On a démonté les couronnes, réalisé un bon curtage avec des cupules, avec des curettes en plastique pour soulager la patiente. Et en fait, on va programmer ultérieurement des techniques de réalisation pour enlever ces implants et réaliser une autre chirurgie implantaire. En fait, l'incidence de ces périimplantites n'est plus négligeable. Il y en a 20% des individus qui développent une périimplantite, des périimplantites. Par contre, 80% des individus sont périimplantites. Les facteurs qui sont responsables de ces complications, bon, 20%, c'est un pourcentage très important. Ils sont surtout des facteurs implantaux dépendants, des facteurs praticiens dépendants et patients dépendants. Donc, comme vous voyez dans ce cliché, l'aspect en cupule qui est très évocateur d'une périimplantite. Et les facteurs qui sont liés à l'hygiène du patient sont non plus négligeables. Il faut insister sur la pratique régulière des soins bucco-dentaires chez les patients qui ont bénéficié de restauration ou des prothèses implantoportées. Les signes cliniques sont surtout, comme j'ai déjà mentionné, l'inconfort ou douleur occasionnelle au niveau de la gencive, la litose, la perte osseuse, l'aspect encrataire, les poches parodontales au niveau de l'implant et l'accumulation de la plaque bactérienne. Là, il faut insister sur un bon examen clinique et il ne faut jamais donc demander systématique un examen radiologique sans voir le patient. Donc l'examen clinique est très important afin de mesurer les poches et tout. Et la sémiologie radiologique va confirmer, va compléter donc le diagnostic qui est déjà noté par la sémiologie clinique. Toujours dans le cadre de ces complications à long terme, on a les échecs des greffes osseuses. Donc, maintenant, les greffes donc, ils sont indispensables pour de nombreux cas.
C'est pour ça le greffe osseux, si une fois il est indiqué, il peut être réalisé avant, pendant ou après la pose de l'implant. Ces procédures d'augmentation peuvent s'accompagner par un traumatisme au risque de complications telles l'infection, la perte en volume, au contour. Donc c'est pour ça qu'il faut contrôler, comme vous voyez, l'épaisseur et longueur de ce greffon osseux. Toujours, j'appuie mes dires avec des cas qui sont traités dans notre service de prothèses fixées. Un patient jeune de 22 ans qui a consulté suite à une perte d'une restauration ancienne, une monobloc au niveau de la hanche. Elle a été recellée plusieurs fois, mais vu que le rapport il est défavorable, l'indication de l'extraction, donc la préservation, elle est impossible. On a pensé à réaliser la technique de socket shield pour ce cas, mais l'étude approfondie nous a amené à noter que le patient présente une infection. C'est vrai qu'il est en train de régression, mais il y a le risque de l'échec de cette technique de socket shield, vu que l'indication absolue, c'est d'avoir un site qui est sans qu'il y a aucune infection donc ancienne. C'est pour ça qu'on a décidé de réaliser une extraction implantation immédiate, et on a réalisé donc au niveau vestibulaire pour éviter la visibilité par transparence et la déhiscence de la table vestibulaire qui est plus répandue. Donc dans ces cas, on a mis en place une membrane et un greffon, et là voilà l'aspect. Donc, on a gagné de l'os au niveau vestibulaire, et c'est le contrôle après 6 mois. Donc, je suis désolée pour le retard, mais juste je complète par conclure que il faut bien réaliser un bon examen clinique, il faut bien appuyer l'expérience des patients par tout ce qui est noté dans la littérature. Le patient doit être, le praticien doit toujours update. Il faut avoir une expérience pour pouvoir exercer l'implantologie, un bon examen radiologique pour pouvoir confronter ces cas de complications qui sont fréquentes mais restent toujours évitables. Merci pour votre attention.